Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Bienvenue à la conférence inaugurale de la SITL 2022. Je suis très heureuse de vous accueillir à cette 39e édition. Je vais être assez rapide et laisser la parole à des intervenants qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Tout d'abord, je tenais à remercier au nom de Erics France, Madame Anne-Marie Drac, présidente de France Logistique, et Monsieur Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos, qui va animer cette conférence. Merci aux présidents des fédérations qui sont ici et aux patrons de l'industrie. Un merci tout particulier à Alain Bagnot pour ses conseils avisés quand j'ai pris mes fonctions il y a quelques 3 mois. Vous allez découvrir pendant ces 4 jours plus de 500 exposants présentant leurs innovations, des innovations technologiques mais également de services. Le secteur du transport et de la logistique fait actuellement face à de multiples enjeux. Des enjeux liés à la pandémie, au conflit russo-ukrainien et à la mise en conformité de différentes réglementations en lien du moins avec la transition énergétique. Ces enjeux sont forts, sont très contraignants. Mais ce secteur, et je l'ai vu, se démène et fait preuve de résilience, de solidarité et d'idées nouvelles. Ce secteur est le bras armé de la réindustrialisation. Point de développement économique sans un secteur du transport et de la logistique fort et agile. La SITL va vous ouvrir et vous offrir différentes solutions pour se mettre en ordre de marche. Vous allez vivre 4 jours intenses entre professionnels avec la Startup Lab qui est à côté du showroom. Le showroom, c'est la nouvelle dénomination, Showroom 360, nouvelle dénomination pour l'entrepôt du futur, le circuit test, la Drone Valley, sans oublier les 4 villages thématiques, marchandises dangereuses, immobilier, fret ferroviaire, et j'en oublie peut-être un, non, je ne crois pas, et nouvelles énergies, pardon. Quelques mots concernant les temps forts de ce salon. Les parcours thématiques. Nous avons 6 parcours thématiques cette année, c'est nouveau. 3 sur la logistique, logistique verte, sécurisée et multimodale. Et enfin, des parcours sur l'entrepôt, entrepôt éco-responsable, connecté et centré sur l'humain. N'oubliez pas, également, il y a l'exclusive talk de Mano Mano et Back Market demain. Après-demain, un rendez-vous très important, la finale du Startup Contest, qui est jeudi à 11h. Juste pour rappel, c'est une compétition avec des startups qui vont se confronter dans le cadre de pitch. Et puis, il y a également jeudi à 16h10 la cérémonie du prix de l'innovation. J'en profite pour remercier très chaleureusement les différents partenaires qui sont énormément engagés, qui œuvrent dans cette dynamique, en la société de ML Consulting, Team Code Solutions et Spring Project. Et n'oublions pas les membres du jury qui ont été très actifs la semaine dernière. Avec ces 2 prix, nous aurons un aperçu de la dynamique du secteur et du futur qui se dessine pour le transport, la logistique et la supply chain. Le fil rouge de cette édition est la RSE. Vous allez pouvoir découvrir de nombreuses conférences en lien avec la thématique. Des initiatives ont vu le jour et je vous souhaite de les partager, réellement de les partager et prendre autant de plaisir que moi à les découvrir, par exemple à la conférence de presse où j'ai entendu le président de la UTF et le président de France Supply Chain. Enfin, n'oubliez pas de lire le SITL Daily tous les jours. Vous aurez le programme du jour et des portraits des acteurs du secteur. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite un très bon salon et une conférence inaugurale. J'appelle Jean-Marc Vittori à la scène. Merci Laurence. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue donc à cette séance inaugurale de la SITL 2022 qui se déroule à un moment très particulier
Nous avons tous vécu l'enchaînement de deux chocs majeurs qui ont tous les deux d'immenses conséquences de multiples manières sur le transport, la logistique et aussi la SITL. Choc sanitaire, bien sûr, choc militaire, Laurence les a évoqués. Deux secousses aussi qui bousculent nos vies privées comme nos vies professionnelles et qui sont loin d'être achevées avec l'explosion actuellement des prix d'une ressource essentielle de toute la filière qui est l'énergie. Le moment est encore plus particulier puisque c'est dans ce contexte inédit que nous allons voter dans 5 jours pour l'élection déterminante de la vie politique française à l'issue d'une étrange campagne qui n'aura ressemblé à aucune autre. Il est encore temps de discuter, de débattre, et c'est ce que nous allons faire dans les instants qui viennent autour des propositions des candidats pour des transports de marchandises et une logistique au service d'une France performante. Deux temps dans cette session. Hop. Premier temps, nous allons écouter Anne-Marie Idrac. Personne n'est plus qualifié qu'elle pour faire cette ouverture, pas seulement parce qu'elle préside depuis 2 ans France Logistique, mais aussi parce qu'elle est à l'intersection de la politique et des entreprises, après avoir été ministre des Transports, puis présidente d'une grande entreprise du secteur, ou même de 2. Dans le second temps de cette matinée, nous évoquerons les propositions des candidats qui seront mises en lumière par leurs représentants avant un moment essentiel de la SITL, qui est celui où on coupe le ruban inaugural de cette semaine. Mais j'appelle d'abord Anne-Marie Idrac pour nous brosser son tableau de la filière transport et logistique à ce moment charnière de notre histoire. Merci. Merci de votre présence. C'est la 2e fois que France Logistique est partenaire de la SITL, mais c'est la première fois que la chaîne, les professionnels de la logistique se présentent et s'engagent dans une discussion avec les politiciens, les politiques, les candidats et leurs représentants. C'est la première fois que nous nous exprimons d'une seule voix. C'est la mienne, mais mes collègues sont là pour s'assurer qu'elle est la bonne. Nous tous, acteurs privés de la logistique et des transports de marchandises. Alors ça nous a paru possible, non simplement parce que nous nous sommes tous réunis depuis 2 ans, comme l'a dit notre animateur Jean-Marc Vittori, mais aussi parce qu'il est apparu de manière évidente dans les crises, celle qui est peut-être finie du Covid, celle qui est en plein, malheureusement, dans ces drames, celle de l'Ukraine et toutes ces espèces de crises intermédiaires. Nous sommes apparus comme un secteur essentiel et nous sommes apparus comme un secteur à la fois marqué par des pénuries et contributeur à la lutte contre certaines pénuries en matière d'approvisionnement. Alors nous avons proposé dans un livre blanc qui est facile à trouver sur notre site, nous avons proposé une prise en considération de l'importance de la logistique, secteur créateur d'emplois, secteur utile à tous les segments de l'économie, secteur innovant, très innovant, comme le montrent d'ailleurs beaucoup des présentations dans ce salon. Nous avons proposé 4 thèmes pour l'action publique à venir. La gouvernance, la contribution de la filière à la transition écologique de l'économie, son intégration dans l'ensemble de l'économie, de l'industrie, de la compétitivité nationale, de la souveraineté nationale, diront la plupart des candidats, et puis améliorer l'attractivité en termes d'emploi, puisque nous faisons partie des secteurs, comme on dit, sous tension. Alors, nous avons 12 propositions, vous les connaissez, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ce qui est important le plus, je crois, c'est la philosophie qui consiste à dire, 1, un secteur essentiel, 2, un secteur qui se caractérise par son chaînage. Les questions de stock, d'entrepôt, sont aussi importantes que les questions de flux, les transports, et évidemment tous les transports, et les questions d'intermodalité. Et nous allons de l'international
au très local, depuis la logistique portuaire jusqu'à la logistique urbaine. C'est ça la philosophie générale. Donc sur les propositions par chapitre, vous les avez vues. En termes de gouvernance, nous souhaitons assurer un portage interministériel au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau du Premier ministre. Je dis interministériel parce que la pratique nous a montré qu'il faut travailler avec plus d'une dizaine de ministères. Je ne vais pas tous les citer. Il y a l'industrie, il y a l'énergie, il y a l'environnement, il y a les douanes, il y a la mer, il y a les transports, il y a... bref, j'en oublie certains. Deuxièmement, nous souhaiterions que ce partage, nous avons ici 2 parlementaires au moins, soit assuré également au niveau du Parlement. Au niveau local, il nous semble impératif que les régions, dans le cadre des schémas directeurs d'aménagement de leur territoire et en relation avec leurs compétences économiques, s'engagent à prendre davantage en compte la logistique dans les schémas directeurs d'aménagement des territoires et dans le cadre, encore une fois, de leurs différentes compétences également de formation. Et puis proposition 4, au niveau local, ce sera bien sûr tout le travail qui commence à être réalisé dans certaines agglomérations sur les plans locaux d'urbanisme de manière à assurer le maillage, y compris le plus fin, en matière de lieux de stockage et d'entrepôts. À ce titre, il nous paraîtra particulièrement important que le programme LUD, Logistique urbaine durable, puisse être prolongé puisqu'il contribue beaucoup à cette prise en charge locale de l'ensemble des sujets de logistique urbaine durable. La transition écologique de l'économie. En fait, nous voulons parler de notre propre transition écologique et de notre contribution à la transition de toute l'économie. Alors, bon, vous avez rappelé que j'ai une certaine expérience, en tout cas une certaine ancienneté dans le domaine des mobilités. Il n'y a pas de miracle. La décarbonation, elle se fait par 3 moyens. Elle se fait par les questions de distance, les questions de massification et les questions de motorisation. Les distances, le sujet, c'est les entrepôts. C'est le maillage, encore une fois, je parle sous l'œil et l'oreille de Claude Sanson, président de la FNOG. C'est le sujet de l'implantation logistique large, fine, depuis les ports jusqu'au bord de rivières et jusqu'au centre des villes. 2, la massification, c'est encourager les modes lourds. Alors le mode le plus lourd, c'est le camion, qui est en quelque sorte le bus des marchandises et qui, en termes de consommation par volume transporté, est évidemment plus intéressant que des camionnettes. C'est un petit peu comme les voitures par rapport aux autobus. Il n'en reste pas moins que, conformément aux objectifs européens et aux objectifs français, nous, à France Logistique, nous sommes pleinement engagés dans le souhait que le plus vite possible, le fret ferroviaire et fluvial puisse atteindre, cher Frédéric Delorme, le doublement espéré grâce à un certain nombre de mesures d'amélioration de la qualité et aussi d'investissement public dans le réseau et dans la mise à disposition de silos. Nous y croyons, mais nous savons que ce n'est pas facile. Nous savons que ce n'est pas facile et qu'il faudra en particulier prioriser le fret par rapport à d'autres usages du réseau ferroviaire. Et puis troisièmement, accompagner la transition écologique de tous les véhicules, les trains, les barges, tous, et puis évidemment au premier chef le transport routier, pour lequel on sait que des solutions sont peut-être pas trop loin d'être trouvées et économiquement viables pour les petits véhicules en dessous de 3,5 tonnes, sous réserve de financement de prise, etc. Au-dessus, honnêtement, c'est plus difficile. J'entendais l'autre jour parler d'un appel d'offres européen sur les camions à hydrogène, dont l'ambition absolument extraordinaire était de viser à 120, peut-être 150
camions à hydrogène à l'échelle européenne. Bon, donc formidable. Hein. Moi, je suis très porté sur l'innovation. Il se trouve qu'en France, il y a à peu près 1 million de camions. Mais je ne parle que de la France. Bon, l'appel d'offres est européen. Donc, quoi qu'il en soit, il y a un engagement formidable des professionnels, des constructeurs européens, autant qu'ils le peuvent, des énergéticiens. Aujourd'hui, on est pénalisé par le fait que des camions, en plus, il y a des pénuries de camions. Bon, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup qui soient autres que diesel, le peu qu'il y en a, ils ont du mal à arriver. Bon. Donc cet engagement-là, il va falloir qu'il soit poursuivi au moins sur un quinquennat, si ce n'est sur 2, et avec beaucoup d'ouverture d'esprit, puisque les solutions ne sont pas évidentes. Voilà pour la décarbonation. Sur l'économie, le sujet, c'est la souveraineté logistique. Nous avons des grands acteurs logistiques. Nous sommes dans un contexte de concurrence européenne extrêmement fort et le sujet, c'est la loyauté de la concurrence. Alors pour partie, ça relève de contrôle. Par exemple, la loyauté de la concurrence sur le social, ça relève de contrôle de l'État. Et pour partie, ça relève aussi de ne pas se mettre en situation de non-compétitivité. C'est le cas, par exemple, pour le développement, encore une fois, des entrepôts où la disponibilité du foncier et les délais de mise à disposition pour toutes sortes de raisons administratives, d'enquête, de réglementation, etc., peuvent nous mettre en décalage négatif par rapport à la compétition des autres pays. Donc la souveraineté, c'est une partie de protection, c'est une partie d'ambition qui nous soit propre. Intégrer les enjeux logistiques dans les démarches économiques globales, nous pensons de plus en plus à ce que les chargeurs, comme on dit, et là je m'adresse bien sûr aussi à Denis Schumer et à la UTF, les chargeurs de plus en plus, les industriels, dans leur démarche de relocalisation, de réindustrialisation des territoires européens, etc., se rendent compte qu'il faut intégrer la logistique dans leur démarche. Par exemple, en France, ça se traduit aujourd'hui dans les démarches de type territoire d'industrie. Et puis, il y a le sujet de l'attractivité des ports. Bon, je crois que tout le monde a à peu près compris maintenant que le sujet des ports français, il est à terre, il n'est pas en mer. C'est l'Hinterland. Et c'est en particulier la connectivité avec les autres modes lourds, le fleuve et le rail. Et puis, j'en termine par la création d'emplois. Il y a beaucoup de secteurs qui sont en tension, comme on dit. Mais la plupart des autres secteurs en tension, les politiques en parlent de manière sympa. Hein? Je ne vais pas citer d'autres secteurs, mais voilà, vous savez bien, là où il y a des tensions, c'est des métiers durs, sympas. Les nôtres, on a quelquefois l'impression qu'ils sont durs et en plus pas sympas. Et ça, franchement, pour attirer des jeunes dans des métiers utiles, dans des métiers qui contribuent à ce que tous les candidats partagent, je crois, c'est-à-dire une croissance, une certaine souveraineté nationale, une intégration pour la plupart d'entre vous dans la construction européenne. Bon, évidemment, si on n'est pas sympa, ça n'aide pas. Bon. Nous sommes contents de votre présence parce qu'entre autres, ça a l'air de vouloir dire que vous trouvez la logistique sympa. Sinon, vous ne seriez pas venus tous autant que vous êtes. Et puis, il y a des sujets de formation sur lesquels l'AFT travaille à notre demande collective et fera prochainement des propositions. Et les propositions sur les compétences, elles doivent avoir comme fondement l'évolution des besoins. Et en fait, c'est l'évolution des besoins des clients. Les clients, ils vont avoir besoin de plus en plus de services, ils vont avoir besoin de plus en plus de proximité avec les professionnels de la logistique, etc., etc. Donc je ne voudrais pas être trop longue, de toute façon vous connaissez nos documents. Et merci encore de votre présence en tant que telle, et quels que soient vos programmes. Elle est encourageante, stimulante pour l'ensemble des professionnels que je représente. Merci. Merci Anne-Marie. Vous restez avec nous pour la suite. Vous vous installez là. Et j'appelle tout de suite les représentants des candidats à nous rejoindre sur scène
par ordre alphabétique. Donc on va commencer avec Franck Briffaut pour la candidate Rassemblement national Marine Le Pen, Béranger Cernon pour le candidat La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon, Olivier Jacquin qui était là, qui arrive, Olivier Jacquin pour la candidate PS Anne Hidalgo, Sébastien Pilard, ancien vice-président Pays de la Loire pour le candidat Reconquête Éric Zemmour. J'ai oublié de préciser que Franck Briffaut, je dirai tout à l'heure leur fonction par ailleurs, et Jean-Marc Zulesi pour le candidat LREM Emmanuel Macron. Alors je vous dois tout d'abord un petit mode d'emploi. Ont été invités tous les candidats dont la cote atteignait ou dépassait 5% dans les sondages au moment du lancement de l'invitation. Je laisse chacun d'entre vous tirer les conclusions que vous voudrez sur les absences. Ensuite, chaque représentant va s'exprimer pendant 6 minutes. Je sais que c'est très court, mais vous êtes 5. Et je tenterai ensuite d'organiser le débat sur quelques points saillants des propositions avec l'appui d'Anne-Marie Hydra qui connaît tous ces sujets infiniment mieux que moi. Intervention liminaire donc dans le même ordre alphabétique des intervenants. Et on va commencer avec vous, Franck Briffaut. Donc vous êtes maire de la ville de Villers-Cotterêts depuis 2014. Non, s'il vous plaît, vous restez assis. Voilà. On n'est pas en meeting, on est dans un débat. Et vous exprimez les propositions de la candidate Rassemblement national Marine Le Pen. Vous avez la parole pour 6 minutes chrono. Alors effectivement, on va rentrer dans le débat directement. Donc si elle est élue, l'une des actions prioritaires de Marine Le Pen sera de restaurer les fonctions régaliennes de l'État, ce qui est le préalable indispensable à toute démarche. Parmi celles-ci, celle qui a fait le plus défaut depuis de nombreuses décennies est la fonction de stratège. Le domaine des transports en général et de la logistique ont plus que beaucoup d'autres particulièrement souffert de cette absence de vision stratégique. Une fois l'État redevenu stratège, il lui appartiendra tout d'abord de redéfinir une véritable politique d'aménagement du territoire, elle-même conçue afin de satisfaire à 3 principaux objectifs fondamentaux. Redéfinition de la notion de service public, comprenant la fixation de son périmètre et de son financement. Réindustrialisation de notre pays et restauration de notre autosuffisance alimentaire. Engagement d'une véritable politique environnementale incluant les objectifs de décarbonation. Chacun de ces objectifs fera l'objet d'une feuille de route incluant l'ensemble des fonctions impactées et parmi celles-ci, il y aura bien évidemment la fonction transport et logistique. Parallèlement, il nous appartiendra de redéfinir ou de préciser les gouvernances de manière à ce qu'il soit enfin clairement établi qui décide quoi, qui fait quoi et qui paie quoi. C'est à ce stade de la démarche que devra être établie une authentique politique de transport, déterminant les réformes à effectuer et fixant pour chaque mode de transport, en fonction de leur domaine de pertinence, les actions les plus faciles, les plus efficaces à mener. Ces actions conduites dans le cadre d'une vision intermodale devront ensuite être hiérarchisées dans l'espace et dans le temps, ce qui permettra de définir une stratégie budgétaire et de nouer de véritables partenariats avec l'ensemble des collectivités territoriales concernées, les partenaires industriels, les fournisseurs d'énergie et sans oublier nos partenaires européens. Concernant les propositions se rapportant plus particulièrement au transport des marchandises et à la logistique, c'est d'abord sur les infrastructures que porteront les principaux efforts de l'État, avec en priorité la remise à niveau des réseaux routiers et ferroviaires existants, sans oublier le réseau fluvial, notamment fraissinet. Sachant que certains secteurs de l'industrie et de la logistique devront faire l'objet d'un minimum de concentration afin de permettre une massification des flux de manière à favoriser le transport ferroviaire et le fluvial là où ils sont pertinents. Cette démarche sera conduite en synergie avec le développement de nos installations portuaires et la structuration de leur hinterland. Dans les zones où cette concentration n'est pas possible ou même pas souhaitable, nous structurons le mode routier tout en cherchant à mettre en valeur les interfaces entre les différents modes. Dans ce dernier cas, et parallèlement à la reprise par l'État du réseau autoroutier concédé, nous souhaitons augmenter le nombre d'échangeurs autoroutiers afin d'assurer une meilleure irrigation des territoires traversés et d'éviter de polariser les activités économiques autour d'un nombre d'échangeurs actuellement trop restreint. Pour le rail, nous accélérons la régénération des voies et non pas simplement maintenir les performances actuelles, mais dans le but de tirer le meilleur parti de la technique ferroviaire et de restaurer la compétitivité du mode ferroviaire par rapport aux autres modes de transport. L'amélioration des performances du système ferroviaire passe par la remise en œuvre de la commande centralisée du réseau,
développement de RTMS en vue d'une meilleure interopérabilité avec nos voisins européens. Le traitement des nœuds ferroviaires devra être rapidement achevé afin d'améliorer la fluidité et la fiabilité de l'ensemble du réseau. Il faut cesser de fermer les petites lignes uniquement parce que l'opérateur historique lui-même abandonné par l'État, qui avait la charge de l'infrastructure, ne veut plus assurer la maintenance. Une fermeture de ligne ne peut être que l'aboutissement d'une réflexion d'aménagement du territoire à laquelle les élus et les acteurs économiques doivent être associés. On ne peut que constater que toutes les fermetures opérées depuis le milieu du XXe siècle ont abouti à la disparition de l'effet réseau indispensable au système ferroviaire qui se retrouve aujourd'hui contracté au point de ne plus disposer d'itinéraires alternatifs suffisants pour permettre une exploitation rationnelle. Cela est valable pour le voyageur, mais surtout pour le fret. Le processus de réindustrialisation comprendra la remise à niveau des infrastructures affectées au fret ferroviaire, notamment les contournements des agglomérations, les itinéraires dédiés ou alternatifs, ainsi que les lignes capillaires, donnant accès aux voies uniques à trafic restreint, ITE ou en branchement particulier. Le ferroutage devra être davantage promu en liaison avec les opérateurs routiers et les pays qui se sont déjà engagés dans cette démarche, comme par exemple la Suisse ou l'Autriche. Il faudra persévérer à favoriser le développement des opérateurs fret de proximité et inciter à mieux prendre en compte les contraintes ferroviaires dans la création des plateformes multimodales. Le manque de compétitivité de l'opérateur historique, les barrières à l'entrée des nouveaux entrants, les lourdeurs se rapportant à l'attribution des sillons incompatibles avec la demande des chargeurs et non concurrentiels face à la réactivité du transport routier sont autant de freins à la compétitivité du mode ferroviaire. Je tiens d'ailleurs à préciser que nous dénonçons la segmentation excessive du système ferroviaire menée conjointement avec une politique d'ouverture à la concurrence non maîtrisée, ce qui aboutit à la fragilisation d'une filière dans laquelle nous étions pourtant en position de force. Concernant le fluvial, rappelons que dans un contexte de flux tendu, le fluvial n'est peut-être pas le plus rapide, mais certainement le plus fiable en termes de ponctualité, ce qui est un incontestable atout. La conception des plateformes multimodales devra dans tous les cas prendre en compte l'impérative nécessité d'éviter les phénomènes de polarisation excessive qu'elles peuvent parfois engendrer au détriment des activités implantées au périmètre plus large. Alors bon, la suite, je devrais la développer dans les... Mais c'est court, 6 minutes. Hein, je suis désolé. C'est prêt, voilà. C'est la règle du jeu. Bien, merci Monsieur Briffaut. Nous allons maintenant écouter Béranger Cernon, qui est conducteur de train à la SNCF, syndicaliste CGT, mais vous exprimez ici les propositions du candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Oui, bonjour à tous et merci de cette invitation. Donc premièrement, pour nous, il y a un manque criant de personnel dans ces filières, notamment des caristes, des logisticiens, des manutentionnistes. Et on a un vieillissement de la population, notamment pour les conducteurs, avec près de 30% d'entre eux qui ont plus de 50 ans. Donc on a un besoin de formation initiale et aussi de formation pro-diplômante. Et c'est pour ça qu'on voudrait que pour chaque salarié, ils aient droit à 36 heures de formation par an, ce qui permettrait de les former et puis bien évidemment d'évoluer, puisqu'on a des métiers qui sont en constante évolution, qui puissent être en formation tout au long de leur carrière. Il y a également les métiers de la logistique qui sont des métiers souvent difficiles, manuels, avec de la souplesse nécessaire quant aux horaires, parfois du travail en extérieur, en horaire décalé, et avec bien évidemment le port de charges lourdes. La remise en place des critères de reconnaissance de pénibilité pour la retraite fait partie de cette reconnaissance, tout comme le fait de porter le SMIC à 1 400 €, qui montera mécaniquement également les autres salaires. Il faut savoir attirer ces salariés, il faut savoir également les fidéliser. Les salaires devront clairement être en adéquation avec ces contraintes, ce qui permettra donc de les fidéliser. Notre programme, l'Avenir en commun, prévoit également de reconstruire les filières, notamment de l'enseignement technologique et professionnel, aujourd'hui qui est complètement dévasté, et pour en faire enfin des voies d'excellence, avec notamment près de 8 000 places supplémentaires. La revalorisation des bacs professionnels permettra de pallier à ce manque de main-d'œuvre, c'est une évidence. Nous sortirons également de la logique marchande de la formation professionnelle et de ces formations gadgets qui ne servent à rien, si ce n'est à coûter un petit peu plus cher. Et enfin, nous négocierons un nouveau pacte social, un nouveau socle social, afin que l'ensemble des professions du transport soient rendues plus attractives à travers ces différents métiers. Notre deuxième point, ce sera au niveau du transport logistique, qui est en plein boom, avec notamment les commandes en ligne, mais pas seulement. Ce flux, on le sait pertinemment, il va ne faire qu'augmenter dans les années à venir, et donc il faut pour cela l'anticiper. À l'heure où le rapport du GIEC vient de sortir son 3e volet et nous explique que nous n'avons plus que 3 ans pour intervenir et inverser la courbe du réchauffement climatique, il faut trouver des solutions et pour cela on a besoin de les anticiper et d'investir massivement. Les flux de camions de transport posent aujourd'hui plusieurs problèmes. Donc je l'ai dit d'un point de vue écologique, mais aussi
doit y avoir des changements radicaux puisque nous observons une saturation complète, notamment de nos axes routiers avec un afflux de transport. Afin de remédier à ces deux problématiques, une relance très importante du fret ferroviaire, transport le plus écologique, le plus sécuritaire et le plus rapide qui soit, à condition d'y mettre les moyens nécessaires et d'avoir une réelle volonté politique. Et ça tombe bien puisque c'est notre cas. Pour rappel, un train, c'est l'équivalent d'environ 40 camions. Aujourd'hui, le train souffre de plusieurs maux, et en tout premier lieu, de la qualité du service rendu aux prestataires. C'est pourquoi on propose un investissement de 6 milliards d'euros par an afin de rénover le réseau existant et l'améliorer réellement. Un travail de réflexion également et de modernisation des wagons devra être fait entre les entreprises les créant, mais aussi l'ingénierie SNCF, afin de résoudre les problèmes de perte de wagons, ça peut paraître tout con, mais on en perd, les temps de chargement qui sont trop longs, mais aussi de réduire les temps d'accroche et de décroche et de temps des essais de frein, parce que là, on est pour le coup beaucoup moins compétitif qu'avec un camion. En deuxième lieu, celui-ci souffre aussi de son modèle économique. Nous mettrons fin à l'ouverture à la concurrence également et renationaliserons la SNCF. Depuis son ouverture à la concurrence, on n'a jamais autant de marché ferroviaire et dans le même temps, le trafic routier n'a jamais autant explosé. Donc la relance du transport combiné ainsi que du wagon isolé donnera la possibilité à beaucoup plus d'entreprises de passer de la route au rail, comme la réflexion et la création d'installations terminales embranchées pour raccorder les sites industriels et logistiques. On a un besoin de réduire les distances et tout regrouper dans quelques hubs logistiques énormes n'est pas la seule solution. C'est pourquoi, vu la taille de la France, clairement, un transporteur qui va faire Valenton-Gevrey en fret, par exemple, puis en camion alimenter tout l'Est, il va le faire de bout en bout un camion. Donc on voit bien qu'il faut réussir à revenir à un maillage fin du territoire, et la mutualisation du flux est la clé écologique et économique. Arriver à regrouper par bassin départemental, par exemple, les besoins des acheteurs économiques locaux pour massifier des emports variés vers des destinations communes est bien plus judicieux. D'autant que de refaire des grands hubs logistiques, comme on a pu connaître, ça veut encore dire artificialisation de grandes surfaces, afflux routier, une nuisance concentrée autour de certaines métropoles, déjà blindées, et chacun sait que personne ne veut de ces plateformes à côté de chez soi. Concernant les plateformes logistiques, car il y en aura besoin tout de même, et elles devront être reliées systématiquement à des embranchements ferroviaires. Il est inadmissible aujourd'hui que des grands groupes, alors juste pour les citer comme ça quelques-uns, Intermarché ou Colruyt, par exemple à Dole, fassent des hubs logistiques absolument énormissimes, tout neufs, pour desservir un quart de la France et qu'ils ne soient reliés qu'à un seul mode routier, alors qu'ils sont installés très proches des voies ferrées. Ça montre bien que pour le moment, sur ces distances extra-régionales, seul le camion est priorisé. On est bien évidemment conscient que le train ne fera pas tout, et notamment les premiers et les derniers kilomètres. C'est pourquoi on souhaite également que des plateformes multimodales soient faites, et notamment de passer du camion au fer à travers soit du ferroutage, soit avec du transport combiné, subventionné autant qu'il le sera nécessaire, avec l'objectif de bannir la traversée du territoire français aux camions de transit, notamment en particulier entre l'Espagne et le nord de l'Europe. Chaque port devra également être relié au ferroviaire. Et puis, des moyens financiers nécessaires pour répondre à leurs besoins et les crédits dédiés à la recherche, notamment sur la décarbonation de la propulsion, seront augmentés. Que ce soit pour le ferroviaire comme pour le maritime, il y a besoin qu'il fonctionne sous des logiques d'intérêt général et non purement marchandes. Et enfin, dernièrement, un protectionnisme solidaire aux frontières où on taxera les entreprises qui viennent de l'étranger de la différence sociale et écologique et nous mettrons en plus une taxe au kilomètre. Nous mettrons également fin aux travailleurs détachés. Il est trop facile de parler partout, 2 petites secondes, du Made in France et dans le même temps, d'avoir ces travailleurs détachés qui sont en concurrence frontale avec nos travailleurs français. Merci Béranger. On voit des différences, mais aussi des points de convergence. On va continuer cet examen avec Olivier Jacquin. Je vais vous demander à chacun de mettre le micro près de la bouche. Vous êtes sénateur PS de Meurthe-et-Moselle depuis 2017. Au Sénat, vous avez beaucoup travaillé sur les questions de mobilité et transport. Et vous exprimez donc les propositions de la candidate PS, Anne Hidalgo. Oui, merci de l'invitation et puis merci d'organiser ce temps démocratique. Je tiens à saluer le travail excellent d'Anne-Marie Idrac, de France Logistique. Réussir à faire discuter une filière aussi concurrentielle et aussi rude, c'est une prouesse que je tiens à saluer et c'est indispensable que vous puissiez vous exprimer collectivement dans cette période. Ça marche là? Ouais, d'accord. Ok.
Les classements internationaux de la Banque mondiale, vous le savez, nous mettent en mauvaise position sur l'organisation globale de la logistique. Et je fais le constat amer, cher Jean-Marc Zoulesi, que pendant ce quinquennat, bien l'adage selon lequel les colis ne votent pas, on l'a bien vu, puisque dans 2 grands textes du gouvernement, le nouveau pacte ferroviaire et la loi d'orientation des mobilités, les marchandises n'ont pas eu la parole, ou si peu, trop peu, en tout cas, pas du tout à la hauteur. Alors, dans un premier temps, je vais réagir à quelques-unes de vos propositions. L'axe 1 sur la gouvernance, vos propositions me semblent excellentes. À signaler votre présence dans les SRADET à l'échelon régional me semble indispensable. Et en même temps qu'il faudrait obtenir cela, il faudrait aussi clarifier la compétence transport des régions, qui sont, nous disent-ils, compétents sur le voyageur en matière ferroviaire. Mais lorsqu'il y a un problème de fret capillaire à régler, eh bien, ils ne répondent plus, ils n'ont pas forcément les moyens de le faire. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut absolument travailler et applaudir sur votre proposition concernant le bloc communal, de mettre les plans de déplacement et l'urbanisme, clairement d'y prévoir la logistique et le transport de marchandises. Avec Anne Hidalgo, ce sera fait rapidement. Sur l'axe 2, planifier l'implantation, la logistique et garantir du foncier. Là, je suis désolé, j'ai envie de vous dire comment. Et là, il faut qu'on approfondisse. Il nous faut des mécanismes, il nous faut des financements pour permettre de réaliser cela. Je reviendrai sur la question des financements. Je vais m'appesantir sur la proposition 6 d'avoir un ferroviaire et un fluvial de meilleure qualité, qui est la base des discussions logistiques. Il faut partir du plus lourd vers le plus léger en termes d'infrastructure. Et là, ce quinquennat se termine très très mal, avec des opérations importantes sur le ferroviaire. Mais nous venons au Parlement de recevoir le contrat de performance de SNCF Réseau il y a 2 jours. C'est une récession. On nous dit d'avance que dans les 10 prochaines années, les péages vont augmenter, d'une part, et le réseau va se dégrader. Ça n'est pas acceptable. Et je le dis ici avec force, Anne Hidalgo remettra au moins 1 milliard d'euros sur la table annuellement pour être dans le scénario qu'avait prévu le COI à l'époque où il était présidé par Philippe Duron, qui permettait d'aller vers une amélioration du réseau. Et ça me semble être un minimum. Sur la cyclologistique que vous évoquez, Oui, prenez un autre micro. sur le fonds vélo, pardon. Sur la cyclologistique que vous évoquez, qui n'est pas un gadget de bobo, qui est une solution pertinente, nous proposons clairement de doubler le fonds. J'ai envie de vous faire agir sur vos propositions 7 et 8 qui ne sont pas groupées, elles n'ont rien à voir. Allez-vous me dire, dans la 7, vous demandez des aides pour la transition énergétique, et dans la 8, vous nous dites pas de charges nouvelles. Ça relève de l'injonction paradoxale. Et quelque part, quand on me dit je veux des aides et moins de charges, j'ai l'impression qu'on me dit je veux de l'argent magique. Je suis un peu rude à le dire comme ça, mais nous ne croyons pas à l'argent magique. Hop, merci. Le rapport, le énième rapport du GIEC vient de sortir. Il y a une priorité transition écologique qui est manifeste et indispensable. Nous sommes, je vous le dis, pour le pollueur-payeur et pour l'usager-payeur, sur lequel nous avons déjà délibéré au niveau européen. Mais ces principes doivent être mis en place progressivement, extrêmement prudemment, et être accompagnés. Alors, vous allez me dire, il dit qu'il est pour le pollueur-payeur. Anne Hidalgo a dit dès le mois d'octobre qu'elle était pour une baisse de la TVA sur tous les carburants. Et vous allez dire que c'est l'inverse du pollueur-payeur. Oui, en raison d'urgence, actuellement, il faut prendre des décisions efficaces rapidement. Mais plus à long terme, il faut aller vers grands principes. Et il nous semble qu'une écotaxe poids lourd, comme il y en a partout à nos frontières, permettrait réellement d'accompagner la filière pour sa transition. Je peux y revenir pendant la discussion si vous le souhaitez. Vous avez dans l'axe 4
l'intention d'améliorer l'attractivité de l'emploi. Alors là, je vais être aussi assez direct en vous disant qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Si certains d'entre vous pensent à rendre la concurrence plus rude, à l'image de ce qui se passe dans l'ubérisation, les livreurs à domicile, pour faire baisser le coût du travail, il nous semble que ce n'est vraiment pas la bonne direction. Nous sommes très clairement pour la présomption de salariat pour les travailleurs de plateforme, la requalification des indépendants fictifs en salariés, mais la revalorisation des filières techniques et des métiers au niveau de l'orientation des lycées techniques de l'apprentissage et une revalorisation du salaire de base, comme vous le savez. Je termine avec quelques propositions après avoir réagi à vos 12 propositions dans la campagne. Notre première, Très vite, monsieur Jacquin, excusez-moi. Ah, bon, alors je vais aller très très vite. Oui. La première, nous pensons qu'en réexploitant la manne des concessions autoroutières autrement et en l'orientant sur le routier, les 4 milliards d'euros qui vont à Bercy, nous avons moyen de financer le report modal, la transition énergétique et la question foncière. Il nous semble aussi indispensable d'envoyer un signal prix aux consommateurs sur la fausse idée de la livraison gratuite. On ne pourra pas réduire les congestions liées à l'augmentation très très forte de la demande de livraison à domicile sans envoyer un signal prix aux consommateurs. Un signal prix, c'est positif ou négatif. Ça peut être des incitations. Et je termine pour m'étonner que vous n'ayez pas de proposition plus nette pour réguler les VUL, les véhicules utilitaires légers, qui me semble être un objet de désordre considérable et de distorsion de concurrence. Voilà, en 6 minutes, un peu plus, je suis à votre disposition. Anne Hidalgo a insisté dans notre équipe de campagne pour qu'on soit présent aujourd'hui avec vous autour des questions logistiques qui sont un enjeu majeur d'avenir. Je vous remercie. Merci, monsieur Jacquin. On voit avancer les milliards qui n'étaient pas très présents. On va peut-être en reparler. On va reparler aussi, si on a le temps, des véhicules utilitaires légers. Nous allons maintenant écouter Sébastien Pilard. Donc, vous êtes ancien vice-président de la région Pays de la Loire, où vous êtes occupé du maritime, où vous avez travaillé auparavant, et vous allez nous avancer les propositions du candidat Reconquête, Éric Zemmour. 6 minutes également. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci, Madame la Ministre, Madame la Présidente, de votre invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous parce que, comme vous l'avez précisé, je suis très souvent venu au SITL, au salon, lorsque je travaillais dans la filière. Et je peux témoigner de ce que vous avez dit, Madame la Ministre, tout à l'heure, c'est que ces métiers sont sympas, fondamentalement. Moi, j'étais très content et heureux de travailler dans le domaine portuaire, notamment, et dans un grand groupe marseillais pendant 10 ans. Et je pense que notamment la logistique et le portuaire sont finalement des carrières formidables à épouser. Et je suis très heureux en tout cas d'y avoir contribué pendant près de 15 ans au cours du début de ma carrière. Le constat d'Éric Zemmour est simple, c'est que le bilan économique du quinquennat Macron est pas bon, et c'est un euphémisme. On a des prélèvements obligatoires qui sont très importants. On a des impôts de production qui sont très importants. J'ai compris que le candidat Emmanuel Macron voulait réduire sensiblement les impôts de production alors qu'il ne l'a pas fait pendant son premier quinquennat. Et on a quand même un bilan sur les déficits commerciaux qui sont aussi très importants. 360 milliards d'euros sur son quinquennat, 85 milliards d'euros au cours de l'année 2021. Et l'objectif, évidemment, dans la reconstruction de notre pays, alors je peux comprendre qu'il y a eu des crises, hein, je ne suis pas aveugle, mais en tout cas, aujourd'hui, ce bilan, on se doit en tout cas de redresser sur le plan économique notre pays. Et le redressement de notre économie passera par le redressement de notre industrie, qui passera par des entreprises logistiques qui seront très solides au service de notre industrie, parce que nous avons une conviction première avec Éric Zemmour, c'est qu'il n'y a pas d'économie sans industrie et il n'y a pas d'industrie sans logistique. Voilà. Et donc, fondamentalement, notre objectif, la logistique est un verrou, est un maillon de la chaîne fondamentale au service de développement de notre pays, de notre économie et de notre industrie. Alors,
je passerai sur, moi qui ai œuvré aussi en tant qu'industriel, notamment sur les contraintes environnementales et même sociales et administratives et réglementaires, parce qu'on est quand même dans le pays où, évidemment, il faut faire des efforts, évidemment, il faut améliorer et s'engager dans la transition énergétique, mais on est quand même le pays dans lequel on paye le plus d'impôts et où les entrepreneurs sont le plus emmerdés, si je peux m'exprimer ainsi, où finalement un chef d'entreprise d'une PME de 300 ou 400 personnes passe l'essentiel de son temps à travailler sur des problématiques sociales, environnementales, juridiques, et en aucun cas pour travailler au développement de son entreprise. Et donc l'objectif fondamental d'Éric Zemmour, c'est aussi de libérer l'économie et de libérer l'entreprise. Sur la logistique, une de ses priorités, ce sera sur le portuaire. Le portuaire, domaine que je connais assez bien, évidemment sur le portuaire, ça passera par un plan d'investissement massif sur 2 ports qui doivent en tout cas retrouver un rang décent sur le plan mondial et sur le plan européen, que sont Le Havre et Marseille. Aujourd'hui, il est incompréhensible que nous ayons la première surface maritime du monde, la deuxième surface maritime du monde, pardon, et la première façade maritime européenne, et que finalement le premier port de déchargement, notamment je parle pour les conteneurs, ce soit des ports nord-européens. Donc évidemment, il faut investir de manière massive dans des ports qui sont des joyaux, en tout cas pour moi, industriels français, que sont j'allais dire Saint-Nazaire, mais Le Havre et puis Marseille. Je parle de Saint-Nazaire parce que je suis nazérien et nantais et je me suis occupé du port de Nantes-Saint-Nazaire. Mais évidemment, ces ports du Havre et de Marseille doivent aussi travailler en collaboration totale avec, je dirais, les ports secondaires que sont Dunkerque, que sont Nantes-Saint-Nazaire, que sont La Rochelle, pour qu'il y ait une véritable politique de cabotage. Et d'ailleurs, je souhaite saluer certainement M. Mélenchon, qui a été l'un des premiers à en parler dans le cadre de sa campagne, même en 2017. Et je pense que de retrouver cette ambition de cabotage maritime en France me semble être indispensable et fondamental. Mais évidemment, qui dit investissement, on ne règle pas tout avec uniquement de l'investissement. Il faut aussi rentrer dans une vraie politique de réforme. Voilà. De réforme à la fois domaniale, de réforme de gouvernance. On en a parlé, j'étais un des premiers dans la région des Pays-de-la-Loire à vouloir faire rentrer les régions beaucoup plus dans la gouvernance et dans les conseils de surveillance de grands ports maritimes, et de réforme sociale aussi, pour maximiser en tout cas et pour améliorer la productivité. Et puis aussi, parlons de l'Interland, il faut évidemment connecter beaucoup plus le ferroviaire et le fluvial dans la logique portuaire. Et ma conviction, c'est qu'il faut que, notamment, le portuaire et toutes les entreprises logistiques travaillent finalement d'une manière complètement imbriquée avec les entreprises industrielles. Donc je voudrais voir beaucoup plus d'industrie sur les domaines portuaires et imbriqués avec les domaines maritimes. Ensuite, qui dit évidemment doper et réindustrialiser notre pays, dit baisser la fiscalité. Et donc Éric Zemmour souhaite baisser les impôts de production qui sont complètement absurdes et presque uniques en France, où finalement, moi, taxer sur du résultat, je veux bien, mais taxer sur du chiffre d'affaires ou de la valeur ajoutée, ça n'a strictement aucun sens, notamment lorsqu'on a des entreprises qui investissent. Donc baisser les impôts de production de 30 milliards d'euros. Sur l'environnement, sur la transition écologique, je pense que c'est quelque chose qui transpire un peu des différents, en tout cas des différentes entités qu'on a pu rencontrer, des interlocuteurs, c'est que fondamentalement, il faut que l'État et que l'Europe aussi fassent confiance aux entreprises. Voilà. Ces contraintes, aujourd'hui, on a beaucoup de mal. Donc l'électrique, oui, mais pas tout l'électrique. Et enfin, sur le transport routier, je pense qu'évidemment, il y a des transitions environnementales. Je pense qu'il faut mettre fin aux ZFE, mettre fin au permis à points, mais aussi appliquer, que la DREAL applique d'une manière stricte, notamment l'application de la loi sur le cabotage pour éviter le dumping social. Et sur l'emploi, pour terminer, je pense qu'en effet, vous avez tous les arguments pour pouvoir attirer beaucoup de jeunes. C'est une profession absolument magnifique, internationale, où on parle anglais, où il y a plein de choses à faire. Je pense qu'il faut imbriquer. Je pense que les formations professionnelles ne sont pas des petites formations, c'est des formations fondamentales. Et ce que nous proposons, c'est qu'elles soient intégrées dans le grand ministère de l'Industrie qui sera créé par Éric Zemmour.
Merci. On entend parler de questions de gouvernance. On voit un certain nombre de thèmes qui reviennent et pas forcément dans le même ordre. Dernier intervenant, donc Jean-Marc Zulessi, vous êtes député LREM des Bouches-du-Rhône depuis 2017. Et comme Olivier Jacquin, vous avez beaucoup travaillé au sein du Parlement sur les questions de mobilité et de transport. Vous avez notamment été rapporteur du projet de loi Climat Résilience. Vous avez déjà été interpellé dans ces échanges et vous exprimez maintenant les propositions du candidat LREM, Emmanuel Macron. Vous intervenez en dernier par ordre alphabétique, mais ce n'est pas la première fois, je pense, que ça vous arrive. C'est pas la première fois que ça m'arrive, mais d'abord je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Saluer à mon tour l'action menée par Anne-Marie Idrac autour de France Logistique et toute l'expertise qu'elle peut mener à l'échelle nationale sur ces sujets ô combien essentiels. Essentiels puisque nous avons pu le voir, la logistique a été un enjeu crucial ces 5 dernières années et heureusement que nous avons eu Emmanuel Macron pour relancer cette logistique qui a été longtemps oubliée, notamment par le quinquennat précédent, le quinquennat de François Hollande, auquel M. Jacquin a gentiment participé. 3 points dans notre volonté d'avancer et faire que cette logistique soit encore plus portée et au plus haut niveau, puisque une bonne logistique, c'est avant tout pour accompagner notre volonté de relocaliser nos activités grâce à des baisses d'impôts aussi de production. Le président de la République s'est engagé sur ce sujet. Le candidat s'engage aussi sur les 5 années prochaines pour que nous améliorons la compétitivité de nos entreprises. Et donc nous avons 3 points. 3 points importants dans ce plan permettant d'avancer sur la logistique, en faire la promotion. Le premier sujet, et vous l'avez compris, c'est la décarbonation et le fait de pouvoir baisser l'impact sur l'environnement de la logistique, des transports. Le deuxième sujet, c'est un sujet d'attractivité. Parce que c'est vrai, Anne-Marie Idrac l'a dit, nous pouvons être fiers de ces métiers. Les métiers de la logistique, ces métiers du transport. Et puis le troisième point, c'est un sujet de gouvernance et un sujet d'organisation. Sur le premier point, sur le sujet de la décarbonation, notre volonté avant tout est de pouvoir accompagner l'implantation de zones logistiques dans des zones, dans des friches industrielles. Et ça, je crois que nous avons commencé à enlever un certain nombre de réglementations, de législations déjà présentes et qui rendaient difficile cette possibilité de venir implanter ces zones logistiques. Nous continuerons. Nous continuerons aussi dans cette capacité à pouvoir installer des panneaux photovoltaïques en lien avec ce que nous avons fait dans la loi Climat Résilience. L'autre pilier, c'est la décarbonation. Je crois que l'avenir est au mix énergétique. Il ne serait pas pertinent de limiter une seule énergie. Vous l'avez compris, le président de la République, le candidat l'a dit, nous rajoutons le baissant dans les critères 1, c'était demandé depuis longtemps. Nous investissons dans l'électrique, certainement, dans l'hydrogène, en sachant effectivement que ces technologies ne sont pas encore matures. Il faut être en capacité d'accompagner ces innovations. Nous le faisons avec le plan France 2030. Et notre volonté avant tout est pouvoir justement mettre en avant ce mix énergétique si essentiel dans les différents territoires. Et puis, je pense qu'il ne faut pas limiter simplement à un seul mode de transport. Il faut travailler sur la multimodalité. Nous avons commencé à le faire, nous avons mis des moyens colossaux pour rénover nos gares de triage. Je pense notamment à la gare de triage de Miramas dans les Bouches-du-Rhône, pour mettre des moyens importants dans nos ports, dans nos aéroports. Nous continuerons. Sur le changement de fiscalité, pareil, je pense qu'il faut avoir une cohérence par rapport à ce qui est fait au niveau européen. Et contrairement à ce que certains souhaitent, chaque modification à l'échelle nationale doit être regardée au regard du secteur, de la compétitivité des différents acteurs. Le deuxième pilier, c'est le sujet de l'attractivité des métiers. Nous pouvons être fiers de ces citoyens qui se lèvent tôt, qui se couchent tard, pour justement faire la promotion des métiers de la logistique. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité tripler la prime Macron, travailler sur une image beaucoup plus positive de ces métiers et bien entendu continuer dans ce que nous avons appelé des appels à projets logistique 4.0 pour avoir une véritable stratégie de digitalisation des différents métiers. Enfin, le troisième
pilier, c'est le sujet du portage. On a un portage national qui a été bien engagé avec le SILOG. Nous souhaitons continuer dans ce sens-là. Le sujet de l'interministériel est juste essentiel, mais nous le porterons aussi à l'Assemblée nationale et au Sénat avec un groupe d'études dédié à la logistique, parce qu'il faut un portage et un portage à tous les niveaux. Accompagner les régions, et c'est la raison pour laquelle nous avons rajouté les sujets de logistique dans les SRADET. Ça a été sans doute oublié par certains lorsqu'ils ont pris la parole. La logistique a fait partie des enjeux, des discussions, des débats à l'Assemblée nationale. Et nous l'avons acté dans la loi d'orientation des mobilités. À nous de continuer d'accompagner les régions. Et enfin, un sujet local avec l'émergence des zones à faible émission mobilité. Nous les garderons parce qu'il y a un véritable enjeu de pollution de l'air. Nous avons plus de 40 000 citoyens qui meurent prématurément à cause de la pollution de l'air. Le véritable sujet, c'est l'accompagnement. Et donc c'est la raison pour laquelle, je le répète, nous avons rajouté le baissant dans les critères 1. Nous avancerons dans la pérennisation du dispositif Interlude, de manière à avoir une charte de logistique urbaine durable qui s'inscrive dans le temps. Ça, j'y tiens et nous le porterons avec conviction. Pour résumer, une volonté d'avancer sur les sujets de décarbonation, vous l'avez compris, en accompagnant l'ensemble des acteurs, une volonté d'avancer sur l'attractivité des métiers et enfin, une volonté forte d'avoir un véritable portage politique sur l'ensemble des niveaux nationaux, régionaux et locaux. Merci. Donc vous rebouclez sur la question de la gouvernance sur laquelle Anne-Marie avait commencé. Je voudrais maintenant qu'on essaie de creuser 2 ou 3 points sur lesquels vous êtes parfois intervenu brièvement. Et on va commencer par la transition écologique que Laurence a évoquée dans son introduction, qui était présente dans toutes vos interventions. Je voudrais qu'on creuse maintenant un petit peu vos propositions là-dedans. Je vais commencer avec vous, Béranger. Vous avez parlé de la question des hubs logistiques. Est-ce que vous pouvez creuser un peu, nous dire ce qu'il faudrait faire par rapport à ce qui existe aujourd'hui ? Oui, alors sur ces histoires de hub logistique, déjà le but c'est non pas d'avoir des grosses structures situées qu'à quelques parties du territoire, mais bien évidemment d'avoir un maillage le plus fin possible afin d'une part que la desserte ferroviaire elle puisse se faire, mais aussi éviter ces grandes distances qui aujourd'hui posent problème avec un risque, on le sait, plus vous mettez une grosse plateforme, plus vous avez une artificialisation des sols, plus vous avez des personnes qui s'y opposent aussi à ces constructions-là. Et puis se pose aussi la question des camions. Avec quel carburant vont-ils rouler ? Vous vous doutez bien qu'un camion qui fait des longues distances, il ne va pas pouvoir être à l'électrique. Par contre, un camion plus léger qui fait des plus courtes distances, là, il va pouvoir passer à l'électrique ou une mixité énergétique. On a plusieurs possibilités. Il y a l'électrique, il y a l'hydrogène, ça a été dit. Il y a les huiles végétales également réutilisées de l'agriculture biologique, etc., etc. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'avoir un maillage le plus fin possible et éviter ces grosses structures. Il y en aura quelques-unes, c'est une évidence, mais aussi d'avoir un développement aussi industriel, comme l'a permis le train à une époque, d'avoir un maillage le plus fin avec un développement industriel, afin que tous les territoires soient alimentés et soient développés. Alors, Jean-Marc, vous avez... Oui, Jean-Marc, vous avez évoqué, vous, l'histoire d'entrepôt aussi. Il faudrait que vous nous en disiez, creusiez un petit peu, puis on écoutera ensuite Olivier sur le même sujet. Oui, je pense qu'il faut être en capacité d'accompagner cette volonté de mettre les entrepôts au bon endroit, notamment d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue des infrastructures routières, permettant justement de limiter l'impact de ces entrepôts, de ces zones logistiques sur l'environnement, mais aussi peut-être être en capacité de les rapprocher des métiers. Je pense qu'on a aussi une population qui souhaite travailler, une population compétente, une population qui est en capacité de se faire former grâce à un travail qui est fait sur les territoires qui est juste excellent. Soyons en capacité de mettre ces zones logistiques au plus près des compétences, permettant aussi d'accompagner la transition écologique, mais aussi la volonté d'avancer sur ce sujet, de développer les zones logistiques. Et puis peut-être d'un point de vue purement écologique, je crois que ce qui a été fait dans la loi climat et résilience, où on a une obligation de mettre des panneaux photovoltaïques, ça aussi, je pense que c'est une occasion de pouvoir
travailler avec les différents acteurs, avoir une véritable filière une filière française en lien avec ces cellules photovoltaïques et donner la possibilité d'accompagner cette transition dans les territoires. Olivier. Sur cette question donc, donc, transition écologique et hub logistique, comment est-ce qu'on réorganise tout ça? Merci. C'est indispensable, je le disais, on est régulièrement rappelé par le GIEC aux contraintes de la période. Vous êtes dans une situation de concurrence internationale très dure. Il n'y a pas des alternatives crédibles encore dans l'ensemble des domaines du transport et de la logistique, mais là où il y en a, il faut pouvoir les utiliser et il faut pouvoir véritablement les accompagner. Le dispositif actuel d'aide... Tenez le micro plus bas peut-être, voilà. J'aime pas les micros. Ouais. Et le dispositif actuel de soutien aux camions électriques est à revoir et n'est pas du tout adapté. Je pense qu'il faut clairement une pompe à finances. Et j'ai pas peur, et je sais, vous savez d'où je parle, qui a été une catastrophe sur la question de l'écotaxe, de dire il faut reprendre ce sujet-là avec réalisme et courage. Et pas vouloir faire un truc universel, rapide, pour tous, qui fait la filière, mais y aller progressivement et accompagner. Donc il y a deux idées que je souhaite relever, qui me semblent importantes. Celle qui vient de l'industriel Philippe Anjard, qui avait été portée par l'OTRE, d'une contribution carbone des donneurs d'ordre. Et non des transporteurs qui ont un mal de chien à répercuter les charges nouvelles. Il y a dans cette direction à creuser pour trouver un dispositif juste. Je rappelle qu'il y a des taxes partout à nos frontières. Et dans ce dispositif de la contribution carbone des donneurs d'ordre, il était prévu que la profession gère elle-même une partie de ces subsides pour accompagner la transition des filières, la recherche et les entreprises les plus fragiles. Une autre piste importante de recette, c'est ce que... Tenez le micro plus bas. Excusez-moi. Bizarre votre micro. Non, hein. il faut le tenir plus bas, comme ça. C'est dingue. Voilà, là ça passe. Changez de marque de micro, s'il vous plaît, merci, mais je jouerai le jeu. Donc on a une autre idée importante. Il y a un drôle de phénomène. Les transporteurs en France sont parmi les plus gros contributeurs au chiffre d'affaires des sociétés concessionnaires autoroutières. J'ai fait partie de la commission d'enquête d'il y a 2 ans. Il y a un problème manifeste sur ce sujet avec une autoroute gratuite qui est une charge annuelle pour Bercy, alors qu'un kilomètre d'autoroute concédée est une triple manne pour Bercy, la taxe d'aménagement du territoire, la TVA et l'impôt sur les sociétés des entreprises concessionnaires. Il nous semble qu'avec cela, il y a moyen de financer le réseau routier non concédé qui est dans un état déplorable et qui est une contrainte pour le développement des activités. Et il y a près de 4 milliards d'euros qui reviennent à Bercy. Avec cela, on peut aussi financer le report modal, l'argent qu'il manque sur SNCF. Et j'aurais aimé, Jean-Marc, réagir par rapport à ça. Terminer avec un contrat de performance SNCF Réseau, c'est planter la filière, c'est lui envoyer une balle dans le pied en fin de mandat. Franck. Oui, je crois que dans le débat, on a un peu l'illustration de ce que j'ai eu le temps de dire. C'est que d'abord la gouvernance et les objectifs. J'entends une chose et son contraire. Par exemple, vous parliez des plateformes, des interfaces, des hubs. Il faut d'abord mettre cette réflexion au service de l'aménagement du territoire. J'entends des choses contradictoires. Par exemple, on me dit il faut mettre la technique ferroviaire, mais d'un côté, on veut diluer sur le territoire. Et la décentralisation a été ratée à cause de ça. C'est qu'il faut, notamment parler des régions, laisser aux régions, pour peu que les périmètres soient pertinents, ils ne correspondent pas au bassin économique, donc c'est un vrai problème. Dans certains endroits, il sera nécessaire, et là où on veut prioritairement, de massifier les flux, de manière à pouvoir effectivement faire des hubs autour desquels vont s'articuler toute l'intermodalité ferroviaire, voie d'eau et transport routier.
Dans d'autres endroits, ça n'est pas ni possible, ni même souhaitable. Il faudra peut-être étaler beaucoup plus en réseau les activités économiques. Et là, qu'on le veuille ou non, la technique routière reste pertinente et à mon avis, elle doit le rester. Le rôle du politique, c'est d'articuler sur un pays qui n'est pas homogène, contrairement à beaucoup de nos voisins qui nous servent de référence, comme la Suisse, l'Autriche, les Pays-Bas, qui brillent par leur homogénéité et surtout l'exiguïté du territoire. Nous avons des zones hyper peuplées, d'autres désertiques. On ne peut pas apporter les mêmes problématiques d'aménagement industriel et d'aménagement du territoire partout. Donc il faudra être capable de nous adapter en fonction d'une stratégie nationale, déclinée au niveau régional pour peu que les périmètres, et là c'est bien le drame des fusions des régions, elles ne correspondent plus au périmètre pertinent, et ensuite pouvoir percoler beaucoup plus bas de manière à permettre notamment aux collectivités locales. Je le vois par exemple au niveau de la logistique. Quand est-ce que les élus apprendront à intégrer dans leur PADD donc, les orientations stratégiques qui sont en amont des PLU et PLUI. Le problème de la logistique. Aujourd'hui, l'État, et M. Macron n'a pas fait mieux, il a même fait pire, c'est qu'il nous donne des objectifs de densité à l'extrême. Et avant, c'était pas mieux, on s'étalait dans les villes. Aujourd'hui, on nous demande de nous densifier, de compenser. Il n'y a plus de place pour faire la logistique. Sachant que les réseaux, on ne peut pas les rentrer. Donc, en fait, il faut appliquer au cas par cas, en fonction d'une politique d'aménagement du territoire, des solutions qui ne peuvent pas être uniformes partout. J'ai l'impression qu'on commence par l'ordre des moyens et non pas l'ordre des fins. Commençons. En termes de financement, la puissance publique ne peut pas être partout. Là, tout de suite sur la table, il faut 40 milliards pour régénérer le réseau ferroviaire français et le sortir dans l'impasse dans laquelle il est dans les 10 ans qui viennent. Sébastien, sur les questions des hubs logistiques et au-delà avancer dans la transition énergétique écologique. Je pense on a beaucoup de convergences sur ces points-là. Oui, il faut augmenter les hubs logistiques. Oui, il faut augmenter les investissements. Oui, il faut investir massivement pour pouvoir... parce que c'est finalement ces hubs qui permettent après l'intermodalité. S'il n'y a pas de massification du trafic de marchandises, il n'y a pas d'intermodalité possible, notamment sur les trains, sur les fleuves, sur le maritime. Après, bon, moi je veux bien tout ce qu'on voudra, mais le vrai problème qu'il y a aujourd'hui en politique, c'est la question de la volonté politique. Et déjà, en fait, avant même de parler de stratégie ou de décisions très en amont, c'est déjà d'appliquer les décisions qui ont déjà été prises. Et quand j'entends la France insoumise dire finalement oui, il faut réindustrialiser, il faut reconstruire alors des entrepôts de taille moyenne, je ne sais pas ce que ça veut dire, alors que finalement la plupart de leurs adhérents étaient, moi que j'ai vu dans mon territoire, à Notre-Dame-des-Landes par exemple, pour empêcher de construire un aéroport, ou qui sont au Carnet, sur le port de Nantes-Saint-Nazaire, tout simplement pour augmenter en tout cas la surface maritime pour pouvoir à nouveau travailler à l'expansion du grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire. Je pense qu'il y a une vraie contradiction et finalement c'est très électoraliste. Moi je pense qu'en effet, là où M. Macron, notre président, et puis Édouard Philippe ont été très défaillants, c'est notamment sur Notre-Dame-des-Landes, décision qui a été prise il y a plus de 70 ans, où finalement l'ensemble des élus d'un territoire étaient d'accord, où les financements étaient OK, et en fait finalement on a le référendum citoyen qui avait validé le projet, et on a reculé parce qu'il y avait une centaine finalement d'extra-gauche qui ont empêché le projet de se réaliser. Donc en fait, on peut me faire tous les plans de la Terre, tous les plans du monde, si on est incapable, parce qu'il y a quelques extrémistes qui nous empêchent de construire ce qu'on a décidé, ce que les élus ont décidé, ce que la démocratie a validé, finalement on n'y arrivera pas. Et c'est la même chose lorsqu'on va en parler d'anthropologistique, mais demain lorsqu'on va parler de nouvelles centrales nucléaires, il va falloir remettre de l'ordre dans notre pays. Et fondamentalement, arrêtons d'être pris en otage par cette extrême gauche qui nous empêche finalement, qui rêve que d'une seule chose, c'est la décroissance, qui nous empêche de développer notre pays sur le plan économique, sur le plan environnemental et sur le plan énergétique. Je pense que c'est la mère des réformes. Après, on peut pondre tous les plans de la Terre. Si à chaque fois qu'on prend une décision, elle est empêchée, c'est inadmissible et c'est impossible. Merci. On voit bien qu'on est bien dans un débat politique. On va aborder sur un deuxième thème. Je suis désolé d'être un peu rapide, mais c'est le temps nous est compté, qui a été évoqué notamment par Olivier, qui est sur les véhicules utilitaires légers. On sait qu'il y a toute une série de discussions, de problèmes qui sont posés. Et vous en avez dit un mot, je voudrais que vous creusiez un petit peu ce thème-là. Il y a eu pendant ce mandat un excellent travail du député Damien Picheron,
qui a fait un rapport sur les véhicules utilitaires légers intéressant. Et moi, j'ai tenté de porter un certain nombre d'amendements dans la loi d'orientation des mobilités, dont certains étaient extrêmement simples. Ils sont repris dans la directive Eurovignette récente, dans cette modernisation qui vient d'être actée. Il s'agissait non pas de tous les VUL, ceux pour le transport pour compte d'autrui, de savoir les identifier pour pouvoir les contrôler et leur mettre les mêmes contraintes que le transport de marchandises. Parce que c'est de multiples objets de dérégulation sur le temps de travail, sur la possibilité de pénétrer dans les zones soumises à contrôle de tonnage. Et je n'ai pas compris qu'il n'y ait pas d'accord pour avancer en ce sens et mieux réguler la filière. Alors je sais où je suis et la filière est complexe puisque les entreprises les plus structurées utilisent les travailleurs de pavillon français, utilisent le travail détaché, utilisent son machin là. Les entreprises les plus structurées du transport de marchandises et de la logistique sont en pointe pour utiliser toutes les possibilités pour retrouver la concurrence. Donc le travail détaché, les VUL. Et je comprends alors qu'il est difficile d'apporter des régulations de manière consensuelle, mais il faut un peu de courage pour les opérer et avancer en ce sens. Franck, sur les VUL. Oui, mais ces problématiques ne datent pas d'hier. Hein. Tout ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est en place depuis longtemps, hein, y compris sur les gouvernements successifs. J'entends des fois des propos tenus par ceux qui ont eu la responsabilité. Bon, c'est un peu comme si on mettait Landru et la condition féminine. Hein. Bon, donc, simplement, je pense effectivement qu'il faut avoir le courage. Et puis, je rebondis là-dessus en disant que, par exemple, l'écotaxe, nous y étions défavorables parce que nous pensons que c'est aux frontières qu'il faut régler un certain nombre de problèmes. On a des entrants chez nous, des opérateurs, y compris intérieurs à l'Europe, qui ne respectent pas les règles de concurrence hein, et qui viennent ici. On est sur la RN2 à côté, moi je la fais tous les jours. Il suffit de voir les immatriculations des pays qui viennent, ils utilisent ce type de véhicule et effectivement, ils s'affranchissent d'un certain nombre de règles. Hein, donc il faut, au travers du fait de légiférer, il y a des règles, des lois qui existent, mais elles ne sont pas appliquées. Donc je crois effectivement que les véhicules utilitaires, utilisés dans la fonction transport, doivent également être considérés de la même manière sur le plan légal que tous les modes de transport. Elles doivent être incluses dans une vision, dans une chaîne, dire quel est leur rôle, quel est leur domaine de pertinence, là où ils ne doivent pas être, et surtout doivent être exploités, utilisés en fonction de la réglementation du pays dans lequel ils circulent et pas forcément de celui d'où ils viennent. Béranger, vous voulez dire un mot sur ce sujet? Oui, en effet, sur les VUL, il y a un besoin, il y a clairement un besoin de remettre un petit peu d'ordre là-dedans et puis d'avoir du courage parce qu'en effet, aujourd'hui, on a beaucoup de salariés qui sont exploités. Ça pose la question des conditions de travail, ça pose la question aussi de la concurrence, hein, qu'il peut y avoir, une concurrence déloyale où on se retrouve avec des travailleurs français qui se retrouvent en concurrence frontale et directe avec ce genre de personnes. Et donc voilà, il y a besoin de mettre certaines règles, d'imposer certaines choses, il ne faut pas avoir peur de le dire. Nous, voilà, on est pour un protectionnisme solidaire aux frontières, hein, je l'ai dit tout à l'heure, où on taxera les entreprises qui viennent de l'étranger, de la différence sociale et écologique, parce que la question écologique, elle est redondante et il faut en parler. C'est ce qui mettra en plus également une taxe kilomètre, permettant justement d'éviter cette concurrence. Il y a aussi la question de la fin aux travailleurs détachés, parce que cette question-là, elle n'est toujours pas réglée. On en parle tous les partis politiques en parlent, mais il n'y en a aucun qui ose prendre des décisions, il n'y en a aucun qui ose cadrer les choses. Et il y a un moment, voilà, faut mettre les pieds dans le plat, il faut dire les choses et il faut les cadrer. Et puis un petit mot aussi sur les ZFE, parce que nous, on est pour... On va y venir. On y vient après. On y vient après, c'est la question suivante. Sébastien, sur les VUL, vous voulez dire un mot? Oui, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur le sujet. C'est qu'en fait... arrêtons d'être très durs à l'intérieur, mais soyons beaucoup plus durs à l'extérieur. Et l'extérieur, c'est certainement nos frontières, mais surtout les frontières européennes. C'est-à-dire qu'il est totalement inadmissible que cette écotaxe dont on parle depuis 20 ans ne soit toujours pas applicable. Et il est totalement inadmissible qu'on soit dans l'obligation, qu'on puisse importer des produits, qu'on soit incapable, pour des raisons environnementales et sociales, de produire sur notre territoire et en Europe. Et je pense que c'est de la vraie concurrence déloyale vis-à-vis de nos industriels. Après, moi ce que je dis juste, c'est que sur les utilitaires, appliquons la règle.
C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il y a une règle qui est définie et certaines personnes ont trouvé le moyen de contourner la règle. Et ben, je pense que c'est que de la volonté politique, finalement, de ne pas fermer les yeux et d'appliquer la règle. Déjà, la règle en tant que telle, notamment sur le cabotage routier, n'est pas réellement appliquée. Elle est appliquée, mais en tout cas, la DREAL ne surveille pas en tout cas l'ensemble des flux qui devraient en tout cas être surveillés. Et ben, je pense que sur les utilitaires, il faut faire exactement la même chose. Il faut être hyper sévère avec ceux qui ne respectaient pas la règle parce que, comme ça a été dit juste avant moi, ça c'est du dumping social et finalement c'est au détriment des emplois et des salariés français, ce qui est totalement inadmissible. Jean-Marc, est-ce qu'on est vraiment tous d'accord sur les vulnes? Je pense qu'on n'a pas parlé des 3 enjeux essentiels. Le premier enjeu, ça a été à peine abordé, mais c'est le sujet social et en particulier de l'excellent travail qui a été fait au niveau européen sur le paquet mobilité à l'échelle européenne. Et effectivement, il y a un certain nombre de mesures qui vont être appliquées. À nous d'assurer ce que j'appelle le service après-vote, c'est-à-dire qu'on soit certain que ce que nous avons porté à la fois dans le cadre du rapport Pichereau, mais aussi ce qu'on a pu acter dans le cadre du paquet mobilité, va dans le sens d'une harmonisation sociale. Le deuxième sujet, c'est le sujet, excusez-moi d'y revenir, mais de la décarbonation des véhicules utilitaires légers. On a mis en place un certain nombre d'aides, à la fois une prime à la conversion, un bonus écologique, un suramortissement. Nous souhaitons continuer dans les 5 années à venir d'aller dans ce sens-là. Et puis, mettons en avant l'innovation, troisième point, permettant justement à ce que ces véhicules utilitaires légers puissent être peut-être optimisés grâce notamment à la collecte et à la valorisation des données de transport. Merci. Donc, il a été question à l'instant des ZFE, des zones à faible émission. Je voudrais qu'on en dise maintenant un mot et peut-être commencer par vous, Anne-Marie, parce que c'est un sujet sur lequel vous êtes évidemment penché au sein de France Logistique. Oui. C'est vrai que les ZFE, c'est un sujet d'actualité et pendant le quinquennat, toutes les agglomérations dans l'état actuel des dispositions législatives et réglementaires devront y être passées. Donc c'est quelque chose de très concret. On voit sortir déjà des plans d'un certain nombre d'agglomérations. Comment est-ce que les uns et les autres, vous voyez à la fois la chronologie exacte, on entend parler de report dans un certain nombre d'endroits, la manière dont tout pourrait être organisé, à la fois les sujets de gouvernance, comment on prépare ça, les sujets de circulation et de stationnement et les sujets de motorisation. Olivier, pour commencer. Vous vous rappelez qu'au moment de la loi d'orientation des mobilités, on était post-Gilets jaunes, ces crises incroyables lancées par Édouard Philippe et puis éteintes par le président Macron. On n'a pas pu parler de péage urbain dans ce texte majeur, important, qui a été bien préparé. Je tiens à le dire, je salue la qualité des assises des mobilités. Mais je vous ai dit tout à l'heure que nous étions favorables progressivement au principe pollueur-payeur et usager-payeur, de la même manière que les parkings pour les voitures existent depuis 1930 dans notre pays et que ça ne choque personne. Je pense que des solutions style péage urbain, je ne fais pas consensus dans mon parti sur la question, c'est un point de débat, mais avec un signal prix à envoyer aux automobilistes est indispensable pour aller plus loin dans les régulations. Donc on avait l'idée excellente mise en place sur l'agglomération de Lille d'un péage inversé pour envoyer un signal positif aux automobilistes. Ça a été juridiquement extrêmement complexe à mettre en œuvre et ça n'a pas été retenu. Je dis ça parce qu'il y avait peut-être d'autres solutions que la ZFE. J'ai dit de manière un peu caricaturale récemment dans une enceinte que la ZFE était surtout un dispositif pour faire vendre des véhicules électriques, mais que le jour où on aura les dispositifs de vidéosurveillance permettant un contrôle automatique, ce sera la révolution dans notre pays, avec des voitures électriques dont le prix d'entrée est près des 40 000 € et une population pour qui c'est totalement inaccessible. D'où notre proposition d'un leasing social pour accompagner les populations vers les plus fragiles, vers des véhicules décarbonés. C'est une idée forte pour permettre par la location et sur le principe non pas du véhicule gratuit, c'est pas ça le leasing social, mais quelqu'un qui a une 205 diesel
Micro plus bas. Comment c'est que ça ? Elle aura toujours cette somme-là à mettre financièrement, mais il y aura un dispositif avec les loueurs qui permettra de tenir compte des économies d'énergie pour financer le capital du matériel. Et tant qu'on n'a pas un dispositif d'accompagnement fort, vous verrez que les ZFE ne décolleront pas. Parce que quand je dis j'ai des réserves sur les ZFE, il faut absolument avancer sur ces problèmes de qualité de l'air. Mais donc le dispositif ne me semble pas pleinement adapté pour l'instant. Sébastien, sur les ZFE. Alors, moi, je suis scandalisé par le concept même des ZFE. Déjà, sur la partie environnementale, en fait, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire qu'il y a 41% des émissions mondiales de CO2 qui sont émises par la Chine et les États-Unis. Et 1% pour la France. Je pense que si l'Union européenne, finalement, la ZFE, c'est finalement une politique un peu qui vient de l'Union européenne. Si l'Union européenne voulait gagner un peu en crédibilité sur cette partie environnementale, ce qui serait intéressant quand même, c'est qu'elle fasse pression, comme elle sait le faire, je pense, vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. Moi, sur la ZFE, je pense qu'on est dans une potentielle rupture de presque de civilisation, en fait, finalement. Parce qu'on est en train de dire que des personnes ne pourront pas venir dans des villes sous prétexte qu'ils n'ont pas un véhicule suffisamment adapté et, comment dire, moderne. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire? Vous vous rendez compte le message qu'on envoie notamment aux personnes les plus modestes, les personnes qui vivent dans la ruralité, qui de toute manière aujourd'hui les véhicules électriques ne sont pas du tout adaptés lorsqu'on est à 40 km du médecin, 40 km du club de foot, pour emmener ses enfants 40 km de son emploi, les véhicules comment dire, électriques ne sont pas du tout adaptés. Donc pour moi, finalement, c'est qu'on puisse même l'envisager, qu'on puisse même avoir rédigé un tel concept, me semble finalement être complètement déconnecté de la réalité. Et puis, je pense qu'on est dans un truc, sur une tendance relativement grave pour la société. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une privation de liberté. C'est-à-dire qu'on est en train de dire à des Français, vous n'avez pas le droit d'aller dans certaines zones parce que vous n'avez pas le bon véhicule. Vous polluez trop, donc vous ne pouvez pas aller dans les grandes villes. Mais où on va s'arrêter? Est-ce que demain, on va se dire, si vous ne faites pas suffisamment de sport, dans ces cas-là, vous serez dans l'obligation de cotiser à telle mutuelle? Vous serez limité en termes de nombre d'enfants. Vous voyez bien, et tout ça sous le prétexte de l'environnement. Je pense il faut prendre conscience que ces ZFE sont finalement à la fois injustes et une première étape vers une grande privation de liberté. Et je pense que ça devrait tous nous scandaliser. Et donc, la position d'Éric Zemmour, c'est ne pas limiter ou ne pas retarder, c'est d'abroger. Parce que cette tendance actuelle est fondamentalement une société dont nous ne voulons pas. Béranger. Oui, sur les ZFE, clairement, nous sommes également, en tout cas dans leur conception actuelle, pour la fin de ces ZFE qui instaurent un séparatisme social, très clairement. Je ne pense pas que la personne qui puisse pas renouveler son véhicule, qui a un véhicule qui date de 10-15 ans, il se fasse plaisir à polluer juste pour son bien-être et puis pour faire chier la planète. Je pense qu'il a tout simplement pas les moyens de changer une voiture, de changer sa voiture pour prendre une voiture électrique à près de 40 000 balles, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut aider également à aller vers cette transition. Alors, je ne développerai pas ici, mais le développement du train voyageur également, puisque les ZFE, c'est surtout pour les métropoles. Et on le voit, il y a tout un tas de transports qui sont dans ces métropoles et qui peuvent pallier au recours à la voiture. Donc, développer ça pour justement passer du tout voiture, ou en tout cas de la voiture individuelle, au transport en commun, au transport collectif, et puis aller vers la bifurcation écologique, eh bien, ça veut dire aussi investir dans la recherche publique, afin de planifier et d'organiser quel carburant, pour quel véhicule, et puis bien évidemment en fonction de la distance et bien évidemment du relief, parce que en montagne ou en plaine, c'est pas du tout la même problématique. Et donc on aidera également les entreprises pour qu'elles puissent convertir leur parc, aller vers des véhicules beaucoup plus propres, des véhicules qui soient écologiques. Et donc voilà, c'est tout un ensemble. Et donc oui, dans leur conception en tout cas actuelle des ZFE, on y mettra fin. Jean-Marc. Vous l'avez compris, pour nous, le temps n'est pas au report, ni à la suppression des zones à faible émission mobilité, parce qu'il y a urgence. Il y a urgence parce qu'on a 40 000 citoyens qui perdent la vie à cause de la pollution de l'air. Je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, et je veux le redire. Est-ce que pour autant il faut culpabiliser? La réponse est non.
La difficulté qu'on a dans le débat aujourd'hui, c'est qu'on confond réchauffement climatique et pollution de l'air. On confond réchauffement climatique et pollution aux particules fines. Et le véritable enjeu, c'est de lutter contre ça. Comment ? En accompagnant nos concitoyens, en accompagnant certes dans l'acquisition de nouveaux véhicules, je pense notamment grâce à la prime à la conversion, au bonus écologique, au prêt à taux zéro dans les zones à faible émission mobilité, aux surprimes qui peuvent être données par les collectivités territoriales. Mais notre volonté est d'aller plus loin. C'est de passer je disais de l'acquisition à la possession. Comment est-ce qu'on arrive à passer de cette possession, de cette acquisition, plutôt à l'usage? Comment est-ce qu'on arrive plutôt à accompagner nos concitoyens dans ce qu'on appelle, nous, du leasing, en permettant à nos concitoyens aussi des prêts de véhicules tels que l'a annoncé notre candidat. La volonté est d'avancer aussi sur la logistique urbaine durable, grâce à une pérennisation notamment du programme Interlude. Et bien entendu, je le dis et nous l'affirmons, nous souhaitons avancer aussi dans le cadre du plan cyclo-logistique. On a déjà mis 12 millions d'euros dans le cadre du plan C2E. Du plan C2E. Nous souhaitons continuer dans ce sens-là, permettant d'avancer et de changer les comportements, permettant de répondre à cette problématique de pollution de l'air et de santé publique. Franck, enfin, rapidement s'il vous plaît. Oui, alors là, moi je note aussi que les tenants de l'abolition des frontières sont pour restaurer les octrois. Très bien. Moi je pense que là aussi on prend le problème à l'envers. Je pense qu'il faut d'abord plutôt inciter les redéploiements vers des modes de transport, notamment les transports en commun. Avant de mettre des ZFE, il faut donner une alternative aux gens. Mettre des périmètres sanctuarisés sans qu'il n'y ait aucune alternative pour pouvoir se donner aux fonctions économiques, sociales dans un périmètre, c'est du dirigisme. Tous les pays qui s'y sont risqués, on voit le résultat. On commence par la fin. En plus, il y a la recherche qui permet également de donner, dans les années qui vont venir, des alternatives technologiques, des liaisons douces, pour permettre une véritable alternative. Je ne crois pas qu'on puisse forcer les gens à aller à tel endroit et à ne pas aller à d'autres. On est à rebours de la société libérale, de liberté qui est la nôtre. Donc, sur le plan sémantique, c'est inadmissible. Voilà. Ou alors, il faut retourner, je vous dis, à l'époque des octrois, pour d'autres raisons. Je crois au contraire que, d'abord, les périmètres sont définis comment ? On met en place des ZFE et ensuite, on réfléchit sur les documents d'urbanisme. À ce moment-là, il faut l'inclure au départ. Il faut réfléchir à la logistique avant, en amont. Aujourd'hui, on hérite d'un tissu de cité industrielle qu'il est ce qu'il est. On ne peut pas improviser des zones, des ZFE sur le tissu existant. Donc il faut bien faire cohabiter les activités, les services publics par exemple. Si les services publics se trouvent dans les ZFE, comment les gens s'y rendent s'ils n'ont pas les moyens de s'acheter un véhicule récent? Ils ne peuvent plus aller ni voir le médecin, ni aller acheter les produits de première nécessité. Les livreurs, les camions ne peuvent plus accéder pour livrer les petites supérettes qu'on appelle dans les zones plutôt que les supermarchés. Donc on est à contre-pied d'autres orientations qui vont plutôt dans le sens où il faut réinvestir ces zones. Donc là aussi, il y a incohérence de l'action publique. On ne met pas les choses dans le bon ordre. Elles s'imposeraient d'elles-mêmes d'ailleurs si elles étaient issues d'un processus logique avec des offres alternatives. Les citoyens ne sont pas idiots, ils préféraient effectivement laisser leur voiture s'ils avaient une alternative. Donc en fait, c'est cette espèce de déterminisme à l'origine. On est dans une société marxiste là. On sait ce que ça a donné et ce que ça donne encore. Bien, ça ne sera pas la conclusion de l'ensemble de nos débats. Il y a eu des points de convergence qui ont été tout à fait frappants sur la nécessité de remonter le souci de la logistique en amont dans la prise de décision publique. Ça, je crois vraiment que c'est un accord entre vous cinq. La nécessité de mutualiser aussi, de mieux organiser, d'intermodaliser, si vous me permettez ce néologisme. Mais ensuite, il y a des formes de coordination qui, évidemment, sont totalement différentes. Et là, on voit à nouveau ressortir des lignes politiques tout à fait claires à travers vos interventions. Je pense que c'était important d'avoir ce débat et je vous remercie de vos contributions, messieurs et madame. Maintenant, vous restez ici et j'invite les présidents de fédération à monter sur scène pour couper le ruban inaugural officiel de cette SITL. Vous pouvez rester.